Bonjour Jérôme Guedj. Bonjour Sonia Margot. Bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes porte-parole du parti. Vous êtes également connu comme étant le monsieur retraite du PS. Vous avez vraiment porté le fer contre cette réforme. Alors le Premier ministre va prononcer tout à l'heure à la tribune de l'Assemblée sa déclaration de politique générale, alors que les discussions, Jérôme Guedj, et les négociations avec le PS ont encore duré jusqu'à la dernière minute. Est-ce que ce matin, vous pouvez nous dire s'il y aura une annonce tout à l'heure sur la suspension de la réforme des retraites? Non, on n'a aucune réponse précise sur le sujet, en effet essentiel, presque central, qu'on a mis dans la discussion. Il n'était pas exclusif. L'arbre de la réforme des retraites ne doit pas cacher la forêt des discussions budgétaires sur le budget de la Sécu, c'est-à-dire concrètement l'hôpital, l'accès aux soins, les déremboursements de médicaments, et sur le budget de la nation, l'école, le financement des Outre-mer. Mais parlons de l'arbre. Voilà. Pas de la forêt, si je puis dire. Dans cette forêt, en effet, il y a un chêne important qui est le sujet des retraites. Et que vous n'avez pas abattu, semble-t-il. Pour l'instant, on n'a pas de réponse précise. C'est assez décevant parce qu'on avait eu le sentiment, et il y avait un changement dans la méthode justement par rapport à Michel Barnier, qui n'avait pas du tout discuté avec les formations politiques, et notamment celles venues de la gauche. Là, les socialistes ont joué sincèrement le jeu du compromis. Nous avons pris nos responsabilités, considérant qu'il fallait un budget pour le pays. Voilà, nous ne sommes pas des défenseurs du chaos institutionnel, des inquiétudes qui peuvent résulter de l'absence de budget, mais nous voulons un budget qui soit juste, qu'il réponde aux préoccupations du quotidien de nos concitoyens et qui tiennent compte aussi du contexte politique. Parce qu'on ne peut pas repartir avec le même budget que celui sur lequel a chuté Michel Barnier. Il faut tenir compte de cette réalité politique qui elle-même est issue des élections du 7 juillet. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais pour l'instant, il y a un entre-deux de la part du Premier ministre. On a eu des discussions qui ont été utiles. Tout à l'heure, on pourrait avoir une déclaration un peu ambiguë en même temps, si je puis dire. François Bayrou est un centriste, donc on peut s'attendre à du balancement. Vous vous souvenez ce que disait Mitterrand, ni de gauche, ni de gauche. Ni de gauche, ni de gauche. De toute façon, on n'est pas dupes. Nous sommes dans l'opposition. Il n'y a pas d'ambiguïté. Le fait de discuter avec le gouvernement, ça ne veut pas dire qu'on construit un contrat de coalition. Ça veut dire qu'on cherche les conditions dans lesquelles ce gouvernement peut tenir, parce que, je le redis, nous ne sommes pas pour le chaos institutionnel, mais le faire en répondant aux préoccupations de nos concitoyens. Donc nous, je le redis, on a joué sincèrement le jeu du compromis. Qui n'a pas été sincère? Qui n'a pas été responsable? Il nous manque en face le répondant nécessaire pour pouvoir construire le fameux accord de non-censure. Sinon, accord de non-censure, s'il n'y a pas d'accord, alors il y a un risque de censure. Et moi, je le redis, dans le fond, je n'ai pas envie de censurer ce gouvernement. Je ne suis pas sur ma chaise à sauter en disant il faut provoquer une élection présidentielle anticipée, il faut la destitution du président de la République. Nous sommes dans l'opposition. Il n'y a pas de doute. Mais il faut cette stabilité qu'on appelle de nos voeux. Analysons ensemble, si vous le voulez bien, pour nos auditeurs et téléspectateurs, la situation politique. Au fond, pourquoi François Bayrou pourrait brader le sérieux budgétaire pour une suspension de la réforme des retraites? Le Rassemblement national a dit qu'il n'allait pas jouer justement et aller vers la motion de censure. Vous connaissez la position des LR. C'est une différence à laquelle on espérait pouvoir s'accrocher, c'est-à-dire ne pas se mettre dans la main du Rassemblement national. Vous savez, les 2/3 des députés élus à l'Assemblée nationale l'ont été dans le cadre du Front républicain. On peut aimer ou ne pas aimer, mais c'est une réalité politique. Et l'erreur majeure de Michel Barnier a été de s'en remettre jusqu'au bout d'une certaine manière. Et à la fin, c'est Marine Le Pen qui a provoquer le basculement et la censure. Et donc, si François Bayrou se remet dans les pas de Michel Barnier, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Pas tout de suite, probablement dans un mois, lors du budget. Parce que là, il n'y a aucun risque que la... Il y a le discours de politique générale qui va donner une indication, et je partage votre intuition. Il n'est pas certain que tout soit d'une clarté cristalline cet après-midi. Ça peut être, en effet, le balancement circonspect que j'évoquais tout à l'heure. Mais à un moment, il y a une réalité. Concrètement dans le budget. Et nous, c'est là qu'on a des demandes précises. Est-ce qu'il y aura des déremboursements des médicaments? Ça, c'est une demande forte que nous avions mis dans le débat sur le budget. Vous dites demande, pas ligne rouge. Mais restons encore un moment vraiment dans le cœur du réacteur de la réforme. Expliquez-nous, Jérôme Guedj, parce que l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, a estimé qu'une bonne partie de la situation financière de la France tient au déséquilibre du système des retraites. Nous n'aurons pas le choix que de travailler plus. Laurent Wauquiez, vous le savez, il fait de l'équilibre financier un totem. Est-ce que vraiment, on a le luxe de suspendre cette réforme? Vous me parlez des totems
du bloc central, du socle commun. Mais je vais vous poser une question claire. Est-ce que vous pensez que Édouard Philippe ou ses députés à l'Assemblée nationale ou Laurent Wauquiez vont censurer le gouvernement? Ils sont au gouvernement. Ils vont censurer le gouvernement auquel ils appartiennent, alors que la discussion avec les socialistes est précisément pour faire en sorte que nous ne censurions pas. Et donc, les gens ne peuvent pas nous dire on discute avec vous, on négocie, mais à la fin, on reste sur les positions initiales, celles qui sont des fameux totems. L'analyse politique de la situation consiste à faire ce qu'on appelle, j'aime pas cette expression, des bougées. Et encore une fois, je le redis, c'est pas des bougées pour de la discussion politicarde, c'est des bougées pour répondre aux préoccupations de nos concitoyens sur les retraites. Il y a 700 ou 750 000 personnes chaque année qui doivent partir à la retraite. Il y avait une opposition forte dans la rue, l'union syndicale, elle est incontestable. Y compris à l'Assemblée nationale. Bon, c'est 64 ans vers lequel on doit aller. Nous, on demande de revenir à 62 ans. Ou lucidité budgétaire. Du compromis. Eh bien, alors, si on prend le sujet sous l'angle de la lucidité budgétaire, il faut avoir la vérité des chiffres. La réforme des retraites, en 2025, puisqu'on parle là d'une suspension préalable à une négociation pour permettre aux partenaires sociaux, en lien avec les partis politiques, de trouver d'autres sources de financement. La réforme des retraites, en 2025, ça rapporte 3,5 milliards. Il faut rapporter ça, c'est presque 380 milliards l'ensemble des pensions de retraite qui sont versées dans le pays. Donc si on n'est pas capable de trouver une solution en lieu et place du déséquilibre et du risque institutionnel, on nous a dit, vous savez, la censure, ça, c'est de l'instabilité, la notation des agences, les marchés financiers. Bon, si vous mettez dans la balance l'effort qui peut être fait, et il y a des pistes de financement alternatifs. Oui, mais on les connaît. Il y a des pistes de financement alternatifs. Toujours plus d'impôts. Pas forcément. C'est l'ensemble. Je vous prends un exemple. Une piste, alors. On a mis sur la table, là, pour la période transitoire, la mobilisation d'un fonds qu'avait créé Lionel Jospin dans la perspective précisément de creux démographique qui s'appelle le Fonds de réserve des retraites. Il a 21 ou 22 milliards aujourd'hui de dotation. Si on se dit dans les 2 années qui viennent, on va prélever 3, 5, 8 milliards sur ce fonds, c'est $1 sur le budget des ménages et ça permet, dans un moment compliqué pour le pays, de trouver le cadre qui va permettre aux partenaires sociaux. J'entendais hier sur le plateau de France 2 Marie-Lise Léon, la patronne de la CFDT, voilà, le syndicat réformiste par excellence, qui dit « Nous, si on nous demande de négocier, il faut que nous puissions le faire avec des interlocuteurs dont on ne peut pas suspecter de la bonne foi. » Et donc elle dit s'il y a une suspension préalable de la réforme des retraites, ça va permettre d'être un aiguillon, d'être une incitation à déboucher de manière positive. Moi, je crois au dialogue entre les partenaires sociaux. Il n'avait pas été suffisamment consulté au moment de la précédente réforme. Mais on a réforme. l'impression quand même que ce retour vers le passé, notre obsession, Jérôme Guedj, est-ce qu'elle ne devrait pas être aujourd'hui de réduire les déficits publics et de réduire vraiment la dépense publique ? Alors allons-y. De quelles dépenses publiques souhaitez-vous que nous la rédigions? Vous voulez vraiment la liste? En général, quand on discute sur votre plateau, on parle que sur les questions de police et de justice, on a besoin de moyens supplémentaires. À l'hôpital, aujourd'hui, on a des difficultés gigantesques. 85% des EHPAD sont en déficit. Vous avez vu la liste des organismes d'État dans lesquels nous pourrions couper? Attendez, moi, si votre question est est-ce qu'on est prêt à faire des économies? Évidemment. L'efficacité de la dépense budgétaire, il faut toujours la questionner. J'ai été président d'un département, je gérer ma collectivité locale en me posant en permanence la question de savoir est-ce que chaque euro qu'on a prélevé sous forme d'impôt auprès de nos concitoyens est utile et efficace. Ça, c'est le propre d'une gestion saine. Mais il faut aussi se poser la question de la justice fiscale. On fait des prélèvements. On parle ces jours-ci de dans l'explosion. le pays où il y a les prélèvements les plus importants. Alors là, c'est plus des sommets qu'on atteint, c'est l'Himalaya. Quand je discute avec Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, et je l'ai beaucoup fait ces derniers jours à Bercy, ce qui pour moi était assez cocasse, puisque je l'avais battue aux élections dans ma circonscription en 2022. La vie est ainsi faite. Qu'elle-même, elle reconnaît qu'il y a ce qu'on appelle, elle le dit pudiquement, de la suroptimisation fiscale, c'est-à-dire des ménages ou surtout des entreprises qui échappent au juste impôt. Moi, je prends toujours cet exemple. Pourquoi le café du coin, il paye 25% d'impôt sur ses bénéfices, quand le Starbucks qui est dans la rue en face et qui vend le même café, qui vend lui aussi un café et des croissants, il va, parce qu'il optimise fiscalement, payer 5, 7 ou 8% d'impôts. Bon. Mais donc, toutes ces cette question-là, on doit la mettre sur la table. On a des dividendes qui explosent dans le versement par les entreprises aujourd'hui. Tant mieux, c'est bon signe de santé économique. Nous verrons ce que dira tout à l'heure le Premier ministre. Par conséquent, il faut organiser cette justice. Une question politique. Et vraiment, mais j'insiste sur un point, parce que nous, on veut ramener des victoires à la maison, des remboursements des médicaments.
On était contre le fait que la consultation médicale ou les médicaments soient moins remboursés. Jour de carence, on était contre parce que ça pénalise la qualité du travail de nos fonctionnaires. Du tout, là. Mais attendez, on est à l'os. Mais alors, donc vous me dites à l'instant que vous assumez qu'on fasse des économies sur les patients. Je ne suis pas du tout au pouvoir, monsieur Guedj. Je vous demande où vous économisez sans faire exploser les impôts. Est-ce que les patients doivent payer le déficit de la sécurité sociale? Là où, par exemple, vous savez pourquoi il y a un déficit de la Sécu? Parce qu'on a décidé, il y a 4 ans, il fallait le faire, d'augmenter le salaire des soignants. Ça s'appelle le Ségur de la santé. Ça coûte 14 milliards d'euros. Pour quel résultat, le Ségur de la santé? Oui, mais vous avez... Le seul problème, c'est qu'on a augmenté, on a tous applaudi les soignants, on les a augmentés, mais on n'a pas mis de recettes en face. Et donc, on a réduit à due concurrence les moyens de l'hôpital. Concrètement, on a amélioré leur salaire, mais dégradé leurs conditions de travail, tous les problèmes qu'on voit. Vous attendez d'autres déclarations ou d'autres annonces dans cette déclaration de politique générale, notamment par rapport au régime algérien et ce qui s'est passé ces derniers temps? Est-ce qu'il est temps que la France assume un bras de fer, par exemple, sur la remise en cause des accords dérogatoires de 68? Une majorité des Français, même plus 74% des Français, se déclarent pour que l'on cesse cet accord, dans un sondage vous savez, dans la manière d'appréhender cette intense et compliquée relation franco-algérienne, il y a le chemin de la diplomatie. Voilà. Encore? Mais encore et toujours. Pardonnez-moi, je vais vous donner peut-être une image qui va vous choquer. D'État à État, oui. Pardonnez-moi, c'est symbolique. Quand vous recevez une claque, vous tendez l'autre joue? Certainement pas. C'est-à-dire que le chemin de la diplomatie, c'est que les États se respectent. Il faut respecter l'Algérie et ne pas l'humilier. Et l'Algérie doit respecter la France et ne pas l'humilier. Non, mais attendez, je vous dis, ce chemin de crête, le point de départ, c'est cette histoire d'influenceurs. C'est inadmissible. On ne peut pas tolérer que des personnes vivant sur le territoire national troublent l'ordre public, appellent à des meurtres ou à des troubles significatifs. Donc la France, elle est légitime à s'y opposer. Mais Bruno Retailleau, en organisant la reconduite à la frontière de cet influenceur... De ce propagandiste de haine. Je partage totalement les termes. Tolérance zéro. Mais il sait à ce moment-là que c'est une forme de provocation face à laquelle le gouvernement algérien va s'engouffrer et mettre la claque que vous évoquez à l'instant. C'est pour ça que je parle, moi, plutôt du chemin de la diplomatie, par tous les moyens. Il y a un nom que je veux citer parce qu'on parle de l'Algérie, c'est évidemment celui de Boualem Sansal. Je fais partie de ceux qui considèrent que la détention de cette voie de liberté est une atteinte. La question, monsieur Guedj, ou plutôt la constatation, donc on récupère un propagandiste de haine algérien sur notre sol, mais on a un immense écrivain franco-algérien qui est détenu en prison en Algérie. C'est la raison pour laquelle j'évoque spontanément le nom de Boualem Sansal devant vous, pour dire que il ne peut pas y avoir de la même manière la prise d'otage de Boualem Sansal au regard de la dégradation de la relation entre la France et l'Algérie. Donc il faut de la fermeté, mais il faut le faire par le chemin de la diplomatie et pas être dans l'escalade et la surenchère qui d'abord abîme. Moi j'ai beaucoup d'amis franco-algériens ou algériens vivant sur le territoire national qui sont meurtris de cette situation. Et moi je n'ai pas envie de ça. Dans quelques instants, on va aller du côté des Sables d'Olonne pour voir l'arrivée, voilà des bonnes nouvelles. Le final. Peut-être pas. Avant d'y aller, on va voir cette image. Nos téléspectateurs de CNews peuvent la voir et j'explique à nos auditeurs d'Europe 1. C'est évidemment magnifique puisqu'on voit le soleil. Le lever de soleil. Le lever de soleil, ouais. Effectivement. Et Charlie Dalin qui est en train d'arriver. Vraiment sans faute. Le skipper qui est en tête depuis très très longtemps. Des images magnifiques. En attendant, encore une question peut-être politique et puis on va conclure par ce finish. On vous a entendu vous exprimer sur X, probablement l'interdiction de X, Jérôme Guedj. Je vous pose une question, si vous pouvez vraiment me répondre comme vous le faites souvent, oui. Sincèrement, si Elon Musk avait soutenu des pouvoirs socialistes, social-démocrates, est-ce que vous auriez dit également que c'était une ingérence? Oui, sincèrement, parce que je considère que on ne peut pas s'offusquer de l'ingérence au moment des élections dans notre pays, au moment des élections aux États-Unis, et constater qu'un milliardaire qui a pris le contrôle d'un outil d'information qui est formidable. Voilà, moi j'y apprends plein de choses tous les jours sur X, mais je vois aussi cette lente et terrible dérive vers la désinformation, vers la propagation de la fake news. Vous parliez de propagateurs de haine. C'est devenu une caisse de résonance pour eux, ces réseaux sociaux. C'est pour ces propagateurs de haine. Quels sont les pays qui ont interdit ou banni X? Non mais j'ai toujours un problème avec l'interdiction d'un média. La Russie, la Corée du Nord, l'Iran, le Turkménistan. Non mais vous savez,
de manière alternative plutôt qu'une interdiction sèche. Là, ce que je me dis, c'est qu'il faut qu'on se libère de ces GAFAM, de ces multinationales. Est-ce que vous voyez une sorte de régulateur? Eh bien, j'aurais tellement préféré qu'à l'échelle européenne, on soit capable de construire un réseau de cette nature porté par... Vous savez, on a fait Airbus à une époque, on était capable de dire que c'était essentiel dans la coopération intergouvernementale. Qu'est-ce un qui nous réseau interdirait qui va contrôler. Non, il s'agit de réguler. Non, mais là, le problème avec Elon Musk et avec X aujourd'hui, c'est cette dérive illibérale. C'est le fait que on n'ait justement pas cette régulation et puis des prises de position. Moi, je ne maîtrise pas l'algorithme. Quand je vois de plus en plus sur mon fil Twitter les positions d'Elon Musk, il s'est payé sa danseuse, son joujou, qui lui permet aujourd'hui d'appeler à voter pour l'AfD en Allemagne ou de renverser le Premier ministre anglais. Qu'est-ce qu'on fera dans 2 ans ou dans 3 ans au moment des élections présidentielles en France, quand on aura le réseau social qui sera au service de tel ou tel candidat? Les images du Vendée Globe, on va finir cela avec Charlie Dalin. Persévérance, résistance des belles valeurs, également, et des belles valeurs, effectivement. Merci Jérôme Guedj, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.